Bien, bonjour. Merci d'être si nombreux, hein. Vous avez beaucoup étonné les organisatrices. Donc, on va envisager comment avoir un usage équilibré des écrans en famille. Vous ne serez pas étonné de découvrir en cours de route que, bien sûr, donner l'exemple est encore la façon la plus efficace, hein. Mais on va voir que, avant que les enfants soient sensibles à l'exemple, il y a aussi un certain nombre de règles à leur fixer. Mais pour autant, il ne faut pas céder à la panique ambiante, hein. Beaucoup d'études aujourd'hui sont en train de relativiser des études déjà anciennes, beaucoup plus alarmistes que celles qu'on peut faire aujourd'hui. Donc je vais utiliser un PowerPoint. Alors il y a des choses que je vais vous dire qui ne sont pas dedans, il y a des choses qui sont dedans que je ne vous dirai pas. Mais enfin comme ça peut aussi alimenter des questions sur des choses que je n'évoquerai pas. Donc comme je viens de vous l'évoquer, les recherches ont beaucoup évolué depuis quelques années et vous vous souvenez sans doute de cette époque où tout était pensé en termes éducatifs autour des écrans, en termes de durée, hein. Il fallait respecter une durée et il y avait pas d'écran avant 3 ans, voilà par exemple, et puis une demi-heure à 1 heure de 3 à 6 ans et ainsi de suite. Aujourd'hui, on prend beaucoup plus en compte, bien sûr, les contenus, mais aussi l'utilisation des outils numériques interactifs ou non interactifs, et puis l'importance de l'accompagnement, et puis, bien sûr, tous les facteurs de l'environnement socio-éducatif. Et on va voir qu'aujourd'hui, la façon dont la consommation d'écran dans les familles est intégrée dans la vie familiale est un élément majeur de la compréhension de l'impact des écrans sur les enfants qui y grandissent. Alors on va faire par tranche d'âge, hein, parce que c'est le plus simple, donc 0-6 ans. Donc ça c'est le mantra, hein, voilà. Non pas d'écran avant 3 ans, une demi-heure à 1 heure par jour, etc. Mais il faut comprendre qu'à partir de là, les études quand même aujourd'hui ont changé la focale. C'est-à-dire qu'on sait bien sûr que l'enfant a besoin, le jeune enfant a besoin d'explorer toutes ses capacités, toutes ses compétences qui sont innées, mais qui ont besoin d'être exercées pour pouvoir se transformer en capacité. Donc l'enfant a besoin d'apprendre à se concentrer pour parvenir à se concentrer, il a besoin d'apprendre à marcher pour marcher, voilà. Il a besoin d'apprendre à parler pour parler, et tout ça ne peut se faire que dans un environnement qui interagit avec lui, dans un environnement favorable. Et dans les années 2000, il y a eu beaucoup d'études alarmistes qui étaient des études qu'on appelle de corrélation, mais qui étaient globalement présentées dans la presse comme des études de causalité. Ces études de corrélation montraient que les enfants qui avaient regardé, par exemple, plus d'1 heure par jour la télévision avant l'âge de 2 ans, eh bien, ils allaient présenter à l'âge de 8 ans, à l'âge de 15 ans, des difficultés. Et comme il y avait une corrélation entre le temps passé devant l'écran avant 2 ans et puis les difficultés présentées à 8 ans, 10 ans, 12 ans, des chercheurs ont été tentés de dire, c'est que le temps passé devant la télévision est un facteur prédictif des difficultés. Et puis, il y a eu d'autres études, mais qui ont montré que dans certaines familles, les enfants ne sont pas beaucoup devant les écrans, mais quand ils ne sont pas devant les écrans, ils ne font rien, ils s'ennuient, ils sont tout seuls. Dans d'autres familles, les enfants ne sont pas beaucoup devant les écrans, des parents s'occupent d'eux, ou des grands-parents, ou du personnel payé, des babysitters, tout ce que vous voulez. Et puis il y a des familles dans lesquelles les enfants sont beaucoup devant les écrans, et quand il n'y a plus d'écran, il n'y a plus rien. Mais il y en a où ils sont beaucoup devant les écrans, et quand il n'y a plus d'écran, on s'occupe d'eux. Et donc c'est comme ça que ça a amené à modifier la représentation qu'on a aujourd'hui de la place des parents comme éducateurs privilégiés de leurs enfants. Il y a une dizaine d'années, vous voyez, on avait tendance à dire cette phrase que vous voyez écrite en rouge en bas. Chaque minute passée devant un écran par un jeune enfant lui est ôtée pour son développement. Aujourd'hui, les choses ont changé. Et on dit plutôt chaque minute passée sans interaction avec son environnement ou un adulte attentif par un jeune enfant lui est ôtée pour son développement. Ça a des conséquences pratiques très importantes. Ça veut dire que si un parent, notamment une mère de famille qui élève seul son enfant, ne peut pas faire autrement que de mettre son enfant une demi-heure, 3/4 d'heure tous les soirs dans la télé, parce qu'elle a besoin d'un temps pour elle, ça veut dire que si elle s'impose le mot est mal choisi, si elle prend une durée égale d'activité partagée avec son enfant, ça rattrape le temps où son enfant aura été mis devant l'écran. L'écran n'a pas d'impact toxique,
mais simplement il faut qu'un jeune enfant ait tous les jours sa ration d'interactivité verbale, d'interactivité gestuelle, d'interactivité mimique. Et c'est parce que l'enfant a cette interactivité qu'il va pouvoir ensuite s'occuper tout seul. C'est ce que le psychanalyste Winnicott, déjà il y a plus de 50 ans, appelait « jouer seul en présence de la mère ». Il faut déjà que l'enfant ait joué avec un adulte pour qu'il devienne capable de jouer seul. Alors évidemment, certains enfants qui n'ont personne avec qui jouer finissent par jouer seul, mais un enfant qui est entraîné à jouer joue beaucoup mieux. Vous achetez une petite voiture un tout petit, vous la lui mettez devant lui, il la regarde, vous prenez la petite voiture, vous la faites rouler sur la table devant lui en disant broum, 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 broum. Et bien, l'enfant rigole, il prend la petite voiture et il fait broum, broum, broum. Voilà. Et donc après, il joue avec la petite voiture. Le parent est non seulement celui qui doit interagir avec l'enfant en lui parlant, en le câlinant, mais aussi, vous voyez, en lui montrant des jeux possibles auxquels l'enfant ensuite va s'intéresser, parce que quand l'enfant va jouer, il ne va plus être tout seul, mais il va être avec son parent à l'intérieur de lui, il va se souvenir de son parent qui a joué avec lui. Vous jouez 10 minutes avec un enfant, il joue une demi-heure tout seul. Vous ne jouez pas 10 minutes avec un enfant, il est capable de s'ennuyer pendant 10 plus 30, 40 minutes. Alors ce qui a été montré également, c'est qu'il y a d'importantes disparités sociales. Alors les disparités sociales, elles expliquent d'abord que dans certaines familles, eh bien, les parents sont très accaparés, il y a des parents qui passent beaucoup de temps à essayer de trouver comment nourrir leurs enfants, comment habiller leurs enfants, comment boucler les fins de mois. Donc dans des milieux précaires, les parents sont souvent moins disponibles à l'enfant, donc l'enfant à la fois passe plus de temps tout seul avec des outils numériques, et puis en même temps, il bénéficie de moins d'interaction avec les parents parce que les parents, même s'ils sont assis à côté de leur enfant, ils sont accaparés dans leur tête. Et donc aujourd'hui, c'est l'ensemble de ce contexte, de ce contexte familial qui est pris en compte. Alors, il y a 2 études importantes, je ne vais pas vous assommer avec des études, mais il y a 2 études récentes que vous pouvez essayer de garder en tête, ou pas. Vous voyez, la première étude, Madigan, peu importe, c'est que pour chaque heure d'écran par jour, passée en plus devant un écran, avant 5 ans, on observe une baisse de QI de l'ordre de 0,5 à 0,7. Alors ça, c'est très intéressant parce que vous avez peut-être entendu dire qu'il y a une commission qui a été nommée par M. Macron en France il y a 1 an, qui a donc discuté de l'impact des écrans sur les enfants, et tous les membres de la commission étaient au courant de ce résultat. Pour chaque heure d'écran par jour, on observe une baisse de QI de l'ordre de 0,5 à 0,7 points. Une partie des membres de la commission levait les bras au ciel en disant « c'est colossal, c'est considérable ». Il faut lancer une grande campagne pour que les enfants ne soient plus devant les écrans avant 5 ans, parce que c'est colossal, 0,5 à 0,7. Puis il y en avait d'autres qui disaient, mais 0,5 à 0,7, c'est très très peu sur un QI à 100. Alors comment vous pouvez expliquer que les mêmes chiffres donnent une telle diversité d'opinions chez des gens quand même qui sont tous réputés être spécialistes? L'explication, c'est que certains se référaient au QI individuel, c'est-à-dire qu'un enfant a 0,5 à 0,7 points de moins, c'est pas grand-chose. Surtout qu'il peut rattraper après, hein, le cerveau, il peut rattraper tout ça très bien. En revanche, que toute une population ait son QI baissé de 0,5 à 0,7, ou bon, pour une heure de plus, de 1 à 1,4, ça c'est très important. Vous voyez, les mêmes chiffres peuvent amener une appréciation différente selon qu'on envisage la situation de l'enfant isolé ou la situation d'une collectivité. Et ça, on le retrouve très souvent, c'est comme ça que des experts peuvent s'engueuler sur les plateaux télé, alors qu'en fait, ils travaillent à partir des mêmes bases de données, mais ils n'apprécient pas les choses du même point de vue. C'est pour ça que vous entendez parfois des polémiques incompréhensibles, et vous vous dites, mais enfin, il y a quand même bien des résultats scientifiques, oui, mais vous voyez, on peut les interpréter différemment. Et puis, il y a aussi la deuxième étude, l'étude ELF. ELF, vous savez, c'est comme ELF, donc c'est plus facile à retenir. Et étude ELF, donc l'idée que l'environnement verbal dans lequel l'enfant grandit a un très très fort impact. Et là aussi, évidemment, il y a une grosse inégalité sociale. Il ne suffit pas de dire aux parents « prenez le repas du soir sans télé, ni smartphone, sans tablette ». Il y a des parents qui vont parler, qui vont avoir des choses à raconter,
qui vont avoir ce qu'on appelle une compétence narrative, qui vont poser des questions à leur enfant, et puis il y a des parents qui vont manger sans rien dire. Donc ça ne suffit pas de dire arrêtez la télé pendant les repas. Il faut arrêter la télé pendant les repas. Mais en même temps, l'idée, ce n'est pas d'arrêter la télé parce que la télé serait toxique pendant les repas, ça l'empêcherait de digérer ou je ne sais quoi. L'idée, c'est d'arrêter la télé pour que ça soit un espace de parole. Et donc ça, il y a tout un travail à faire pour inviter les parents à interagir avec leur enfant. Et la manière la plus simple d'interagir avec un enfant qui en général a eu une demi-heure ou une heure de télé avant le repas, c'est encore de lui demander qu'est-ce qu'il y a vu, de l'inviter à le raconter, voilà, en lui disant quelque chose du genre « moi j'ai pas pu regarder Petit ours brun ou L'âne trop, tout ce que vous voulez ce soir, parce que j'ai la cuisine à faire, ou ton grand-père ou ta grand-mère a appelé, j'ai dû lui répondre au téléphone, mais qu'est-ce qui lui est arrivé à la petite souris ou à l'âne trop ?» Et l'enfant commence à raconter, et à ce moment-là, le parent ou le grand frère, la grande sœur ou le grand-parent, s'il est là, peuvent inviter l'enfant à préciser ce qu'il est en train de dire et à développer cette compétence qui est quand même fondamentale tout au long de la vie, dans tous les domaines, professionnels, affectifs, sexuels, familial, la compétence à pouvoir raconter. Raconter d'abord ce qu'on observe, ce qu'on voit, et se raconter. Commencer à raconter ce qu'on éprouve, ce qu'on vit, etc. Et ça commence avec l'enfant tout petit. Et vous voyez que l'effort que peuvent faire les parents pour demander à leur enfant ce qu'il a vu à la télé, ou pour parler un petit peu de choses qu'ils ont vues, qui les ont étonnés. Bon, l'enfant va par exemple à l'école élémentaire, on passe dans la rue, il y a une affiche. Bon, une affiche, des fois il y a des affiches, elles sont un peu étranges. Le soir au repas, le parent peut dire « Tiens, j'ai vu que tu étais avec moi ce matin, je t'ai emmené à l'école, tu as vu cette affiche, je n'ai pas bien compris, elle était bizarre. » Et on discute, vous voyez. Donc, ce n'est pas seulement poser des questions à l'enfant, parce que très vite il ne répondra pas, c'est créer une dynamique dans laquelle l'adulte va commencer à parler de choses qui peuvent intéresser l'enfant, ou le parent, en passant dans le salon ou dans la cuisine, il a jeté un œil à l'écran, il a vu un truc, il demande à l'enfant « mais j'ai vu ça, mais qu'est-ce qu'il y avait avant, je n'ai pas compris ». Donc, inviter l'enfant à parler. Inviter l'enfant à parler de ce qu'il voit et fait avec les écrans. Pendant des années, je me suis fait engueuler par les scientistes parce qu'ils me disaient « ça n'a pas été démontré ». Maintenant, vous voyez, ça a été démontré par l'étude ELF, c'est pour ça que je l'ai mis en gros, voilà. C'est que le fait de prendre des repas sans télé est associé à un meilleur score de raisonnement verbal à 2 ans et de développement cognitif à 3 ans et demi et 5 ans. Ça, c'est vraiment fondamental. Et encore une fois, ça repose sur le fait que l'enfant qui entend parler autour de lui, ça va lui donner envie de parler, ça va lui donner envie d'essayer de parler. Donc vous voyez qu'on s'éloigne beaucoup de l'idée qu'une demi-heure ça va, 45 minutes, bonjour les dégâts. Donc l'enfant peut regarder la télé 1 heure avant le repas et avoir un échange avec ses parents. Il peut la regarder 1/4 d'heure parce qu'il est bridé, voire pas du tout, et le repas se passe en silence, où les parents racontent leurs histoires qui n'intéressent absolument pas l'enfant. Choisir des contenus adaptés à l'âge. Avant 3 ans, il n'y a pas de programme adapté, parce que l'enfant voit défiler des images, il entend des sons, ça ne lui évoque rien. Donc il ne faut pas rêver. Il y a 2 chaînes de télé qui ont essayé de se lancer en 2006, Baby TV et Baby First, en disant « nous, on a des programmes spécifiquement étudiés par des experts pour les jeunes enfants ». Bon, les experts, on ne les a jamais trouvés. J'étais à l'époque au CSA et on a convoqué les experts anglais notamment, puisque c'était des chaînes qui émettaient des territoires anglais. Donc les producteurs disaient on a des experts, alors on a dit on veut les voir, on veut leur parler. On n'a jamais réussi. Des fois, ils nous ont donné des noms. Ils ont dit on a un expert tel, professeur machin. On a contacté le professeur machin. Il a dit non, pas du tout. Moi, j'ai jamais donné de conseils pour Baby TV, Baby First. Voilà. Donc c'était d'une hypocrisie absolue. Il n'y a pas de programme adapté avant 3 ans. Ça a été largement démontré. Peut-être les plus âgés d'entre vous se rappellent d'un programme de la BBC qui s'appelait Teletubbies. Et, voilà, je vous rappelle. Programme de la BBC Teletubbies, qui était un programme recommandé pour les enfants. C'était à l'époque où la BBC avait des programmes qui étaient pour lesquels il ne fallait pas mettre les enfants devant, mais ils avaient aussi des programmes recommandés pour les enfants. Bon, il a été montré que Teletubbies, alors si vous voulez, c'était les producteurs qui avaient décidé que c'était pour les enfants, parce que c'était des onomatopées, vous voyez, bon. Donc ils s'étaient dit, les enfants ne savent pas parler, on met des onomatopées, des petites fleurs qui poussent des petits cris en ouvrant leurs pétales, des bêtises comme ça. Et donc ils ont lancé ça. Vous trouvez encore, si vous tapez Teletubbies sur Internet, vous trouverez des extraits, vous verrez, c'est vraiment poilant aujourd'hui quand on le regarde. Et donc ils ont dit,
les experts, c'est pour les bébés. Bon, heureusement, il y a des chercheurs qui sont arrivés après, mais les chercheurs ne peuvent arriver qu'après. Ça, le problème, ils ne peuvent jamais arriver avant, parce qu'on ne demande pas leur avis avant. Un producteur qui fait un programme pour enfants, il ne va pas d'abord le soumettre à l'avis des experts avant de le diffuser. Il se dépêche de le diffuser, et puis les experts, le temps qu'ils mettent un protocole en place, le temps qu'ils fassent une recherche, qu'ils traitent les chiffres, le producteur est largement rentré dans ses frais. Donc il a fallu quelques années pour montrer que Teletubbies était non seulement une émission qui n'était pas pour les enfants, mais en plus qui ralentissait le développement du langage chez les enfants. L'enfant n'a pas besoin qu'on communique avec lui avec des cris, des borborigmes et des bruits bizarres. C'est pas parce qu'il ne sait pas parler qu'il ne faut pas lui parler, c'est exactement le contraire, c'est parce qu'il ne sait pas parler qu'il faut lui parler. Voilà. Alors donc, il n'y a pas de programme adapté. Ce qui est important, en fait, chez l'enfant, c'est la possibilité du contrôle émotionnel. Bon, donc, entre 3 et 6 ans, plutôt des programmes éducatifs, mais il peut y avoir beaucoup d'autres programmes éducatifs qui sont malheureusement vus par les enfants. Mais même certains programmes éducatifs peuvent être, chez un enfant de 3 ans et demi, une source de stress considérable. Par exemple, voir courir un lion du fond de l'écran qui se rapproche. Vous voyez, c'est un petit peu, vous savez, comme l'entrée du train en gare de la Ciotat, un des premiers films des Frères Lumière. Le train arrive et le spectateur aurait cru, mais il semblerait que ce soit une fable, ils auraient cru que le train allait leur rouler dessus. Ce qui n'est pas une fable, c'est qu'un enfant, 3 ans et demi, 4 ans, eh bien, il n'a pas du tout le contrôle émotionnel, ce qui veut dire que le stress qu'il peut avoir n'est pas régulé par la conviction qu'il a que c'est sur l'écran. Et si, par exemple, un enfant de 6-7 ans voit un western, vous avez peut-être autour de vous à qui c'est arrivé, il arrive que l'enfant aille se cacher derrière un fauteuil. Bon, si vous lui dites, mais allons, tu sais bien que les balles, elles ne traversent pas l'écran, voilà, l'enfant va vous répondre, oui, je sais bien, il pourrait ajouter, je ne suis pas idiot, hein, si vous ne respectez pas autant, mais il dit, oui, je sais bien, mais ça fait peur quand même. Pourquoi ? Parce qu'il a une décharge émotionnelle et il n'a pas du tout le moyen de la réguler, de la contrôler, de la réduire. Et donc c'est pour ça que l'essentiel des troubles liés à des programmes qui ne sont pas pour enfants sont des troubles émotionnels. Des enfants qui se mettent à avoir peur le soir, à faire des cauchemars, à se réveiller la nuit. Donc faire un accompagnement, après le programme, parce qu'on ne sait jamais ce qu'un enfant peut voir, vous mettez un enfant de 3 à 6 ans dans un programme éducatif, programme animalier, par exemple, on ne sait pas ce qu'il a vu, donc l'utilité d'en parler avec lui. Et puis, quand c'est possible, s'asseoir à côté de lui, au moins un petit moment. Alors, ce qui a un autre intérêt, c'est de lui montrer qu'on s'intéresse à ce qu'il regarde. Il regarde une demi-heure, vous asseyez 3 minutes, vous dites je ne peux pas rester plus, mais j'ai quelque chose à faire, vous êtes assis à côté de lui 3 minutes, ce qui vous permet de lui montrer que ça vous intéresse et que si vous aviez le temps, vous resteriez plus longtemps. Le problème général aujourd'hui avec les enfants, c'est de leur montrer qu'on s'intéresse à ce qu'ils font, parce que si on ne leur montre pas qu'on s'intéresse à ce qu'ils font, ils ne vont jamais témoigner le moindre intérêt pour ce qu'on leur dit qui nous intéresse nous, c'est-à-dire leurs bons résultats scolaires. C'est ça le problème. Donc il faut leur montrer qu'on s'intéresse à ce qui les intéresse pour qu'ils daignent s'intéresser à ce qui semble être pour les enfants, pour la plupart des enfants, le Graal des parents, à savoir les résultats scolaires. Et puis un problème nouveau qui est apparu et qui n'a rien à voir avec le fait de laisser un enfant devant un écran, mais qui a pourtant les mêmes conséquences que laisser un enfant seul devant un écran. Ce qu'on appelle la technoférence. C'est un mot un peu barbare qui signifie tout simplement l'interférence d'une technologie dans une relation. L'interférence d'une technologie dans une relation. Il y a un mot d'ailleurs qui désigne cela pour les relations entre adultes, c'est le phubbing. Phubbing, ça veut dire que quelqu'un vous snob en étant sur son smartphone alors que vous essayez de lui parler. Eh bien, chez le jeune enfant, dans la relation entre un parent et un enfant, c'est la même chose. Un adulte est sur son smartphone, l'enfant l'interpelle, et l'adulte reste sur son smartphone, ou bien il essaye de partager son attention entre l'enfant et le smartphone. Le problème, c'est qu'il va évidemment être moins attentif à son enfant que s'il est consacré toute son attention à son enfant. Et donc, du coup, le parent, collé à son smartphone, au moins collé à 50% à son smartphone, il va interagir avec son enfant en faisant des phrases plus courtes et en y mettant beaucoup moins d'émotion, donc moins de mimique, moins de présence. Donc, du coup, l'enfant va être
privé d'une communication riche, hein, c'est-à-dire on s'adresse à la personne, on la regarde dans les yeux, on est ému quand elle est émue, on est intéressé quand elle est intéressée, on est bouleversé par ce qui la bouleverse. Tout ça, si vous êtes accaparé par votre smartphone, vous avez beau vouloir échanger avec votre enfant, ça ne passe pas. Et l'enfant s'en aperçoit. Et plus il le ressent. Et plus il est petit, plus ça va entraîner exactement le même type de trouble que si on laisse un enfant tout seul devant un écran. Si on laisse un enfant tout seul devant un écran, ben, il a du retard de langage, il a un sentiment d'abandon, il peut avoir des troubles neurodéveloppementaux, comme on dit, et ben, c'est la même chose. Hein, si un enfant est constamment confronté à un parent scotché à son smartphone, il peut présenter exactement les mêmes troubles. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de campagnes contre la technoférence. On a fait une affiche, vous voyez, on fait des affiches à 3, 6, 9, 12, on a fait notamment celle-là. Des études américaines ont même montré qu'il y avait beaucoup plus d'accidents dans les jardins publics aujourd'hui qu'il y a avant le smartphone, parce que beaucoup d'adultes sont sur leur smartphone. Vous savez comment sont les tout petits, ils veulent étonner l'adulte qui les accompagne, ils crapahutent en haut du toboggan alors que l'adulte qui accompagne a dit surtout n'y monte pas, c'est pour les grands, c'est pas pour toi. Et quand il est en haut du toboggan, il fait ouh, l'accompagnateur est sur son smartphone et l'enfant glisse sur le toboggan des grands et peut se faire mal. Donc plus d'accidents aujourd'hui, avec une conséquence qui est tragique, c'est que, je ne sais pas ici en Suisse, à Genève, mais en France, il y a des attractions, il y a des jeux collectifs pour enfants qui sont condamnés dans les jardins publics parce qu'il y a eu des accidents. Et il y a eu des accidents sur ces tourniquets, par exemple, ou sur ces échelles de cordes, parce que les parents étaient sur leur smartphone. Donc les parents sont sur leur smartphone, 1 ou 2 ou 3 enfants ont des accidents, on enlève les machines, on enlève les tourniquets, les jouets, etc. Et les enfants n'ont plus rien à faire. Il vaudrait mieux enlever les smartphones des accompagnateurs et les confisquer à l'entrée du jardin public. Ça serait quand même plus adapté. Voilà, donc en même temps, il faut bien garder à l'esprit ce que je vous disais, corrélation ne veut pas dire causalité. Et une recherche récente a montré que lorsque des parents sont confrontés à des enfants très nerveux, très insupportables, comme on dit, très exigeants, il y a des enfants qui sont pénibles. Hein. Eh bien, les parents d'enfants pénibles ont tendance, quand l'enfant hurle, et surtout s'il n'y a pas moyen de le mettre dans une autre pièce, si l'appartement est tout petit, beaucoup de parents ont tendance à sortir leur smartphone pour essayer de se réfugier sur leur smartphone. Et donc, du coup, quand on établit une corrélation entre le temps qu'un parent passe sur son smartphone et le trouble du développement possible d'un très jeune enfant, eh bien, ça peut prouver que le parent sur son smartphone perturbe le développement de l'enfant, mais aussi qu'un enfant au développement compliqué, pour des raisons variées, hein, génétiques, liées à des expériences catastrophiques de la petite enfance, à des maladies physiques, des maladies nerveuses, ça peut aussi à l'inverse prouver que face à un enfant très difficile, le parent se réfugie sur son écran. Et puis bien sûr, ça peut prouver aussi l'un et l'autre, parce que très vite, le parent qui se réfugie sur son écran, ça devient une habitude, et puis ça énerve l'enfant, et ainsi de suite. Et il y a un cercle vicieux qui peut s'installer, le parent se repliant toujours plus sur son écran, et l'enfant devenant toujours plus intolérant, et toujours plus exigeant, et toujours plus compliqué, parce qu'il ne supporte pas que le parent soit sur son écran. Donc ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que dès que des chercheurs vous indiquent une corrélation, il faut avoir à l'esprit qu'elle peut fonctionner dans un sens ou dans un autre. Alors, le sommeil. Alors, le sommeil, ça, c'est le truc vraiment à préserver à tout âge, mais c'est le problème majeur. Pour certains experts même disent le seul problème des écrans, c'est le sommeil. Alors, pourquoi ? Il y a 10 ans, on disait souvent, voilà, les écrans entraînent un certain nombre de problèmes. Vous entendez encore des gens le dire. Les écrans entraînent un certain nombre de problèmes, réduction du temps de sommeil, bouleversement du régime alimentaire, on grignote en regardant les écrans, risque d'obésité. Troisième problème, un problème de sociabilité. Quand on est beaucoup devant les écrans, on perd en sociabilité, on interagit moins avec des humains, donc on est moins disponible. Et donc des problèmes de sociabilité, et puis donc des problèmes de sociabilité, des problèmes d'alimentation et des problèmes de sommeil, problèmes liés aux écrans. Aujourd'hui, ce qu'on a tendance à dire, c'est que les écrans provoquent des troubles du sommeil massifs, dans toutes les tranches d'âge.
Et quand on a des troubles du sommeil, eh ben, ça entraîne des troubles de l'attention-concentration, donc chute des résultats scolaires ou mauvaise performance professionnelle, voilà, problème avec la hiérarchie, tout ce que vous voulez. Ça provoque des problèmes alimentaires parce qu'on grignote tout le temps quand on n'a pas dormi, pas seulement quand on est devant un écran, mais même quand on n'a pas dormi, on se nourrit mal. Et puis ça provoque des problèmes de sociabilité parce que quand on n'a pas dormi, on est moins réceptif à la multiplicité des points de vue, au caractère parfois un petit peu inattendu des réactions de nos proches, etc. Donc le sommeil, c'est à préserver à tout âge. Et pourquoi? Parce que, et pourquoi les écrans sont si importants dans les troubles du sommeil? Parce qu'ils agissent de deux façons. Ils agissent d'abord sur le plan quantitatif. Ils empêchent de dormir. Ils empêchent de dormir. Si vous jouez à un jeu vidéo le soir, vous y mettez à 22h, vous pensez finir à minuit, vous êtes toujours à 2h du matin. Et les réseaux sociaux, même chose. Donc les écrans nous amputent d'un temps de sommeil. Et c'est vrai que le temps de sommeil, quand il y a des enquêtes sur le temps de sommeil, il est beaucoup réduit actuellement. Les gens sont plus... C'est le moment jamais où vous pouvez bâiller pendant ce slide. Donc pendant que les... que j'étais en train de dire, ça m'a amusé ça. Donc les écrans sont perturbateurs du sommeil du point de vue de la quantité de sommeil, la durée de sommeil, et du point de vue de la qualité du sommeil. Alors, du point de vue de la quantité, c'est évident, comme je vous disais. Du point de vue de la qualité du sommeil, c'est lié au fait que les écrans sont éclairés par des lumières qu'on appelle des LED, des petites lumières bleues. Et ces LED, elles perturbent les rythmes de la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Et donc, normalement, pendant des dizaines de milliers d'années, les humains sont habitués à avoir la lumière du soleil la journée. Puis le soir, le soleil commence à se coucher. Donc, il y a moins de lumière bleue, il y a plus de lumière rouge. La lumière bleue, c'est celle qui nous permet de voir. Il ne faut pas croire que vous pouvez supprimer la lumière bleue de votre ordinateur. Vous ne verriez plus votre écran d'ordinateur. La lumière bleue, c'est celle qui permet de voir. Mais donc, normalement, la lumière bleue, la journée, elle décline. Il y a de la lumière rose, rosée, rouge, etc. Puis c'est la nuit. Et puis quand l'homme a inventé le feu, il s'est éclairé avec le feu, il s'est éclairé avec la bougie, avec la lampe à pétrole. C'est toujours la même lumière. C'est une lumière avec un spectre très large. Un spectre, il y a toutes les longueurs d'onde de la lumière dans la lampe à pétrole, dans la bougie, dans le feu, comme avec le soleil. Et là, avec la lampe à incandescence traditionnelle, inventée par Thomas Edison, voilà. Mais tout d'un coup, les LED sont apparus. Les LED ne donnent que de la lumière bleue, du moins c'est ce qu'elles faisaient. Maintenant, il y a des LED qui ont un spectre plus large, mais elles sont plus chères. Mais pendant très longtemps, il n'y avait que les LED à lumière bleue, et elles valaient très peu cher, elles durent très longtemps, elles consomment très peu. Donc la tentation de tous les fabricants de lumière domestique ou de lumière publique, sur les parkings, dans les rues, la tentation, c'était de mettre des LED partout. Donc il y a 10 ans, on a vu apparaître des LED absolument partout, avec une pollution lumineuse effroyable, des rues qui sont éclairées à 4 heures du matin comme en plein jour, alors qu'il n'y a personne qui y passe. Et puis le problème, ce n'est pas les gens qu'il y a dans la rue, de toute façon il n'y en a pas beaucoup, le problème c'est tous les gens qui ont leur chambre sur la rue. Parce que si vous avez le malheur d'être pas très loin d'un éclairage urbain à LED, il est impossible d'empêcher la lumière de rentrer dans votre chambre. C'est impossible. Il faudrait clouer des planches. Aucun rideau n'est suffisamment occultant. Il faudrait mettre des rideaux 2 fois plus larges que la fenêtre et tout calfeutrer sur les côtés. Donc les LED ont été condamnés et aujourd'hui, ce qui est conseillé, c'est donc de réduire la luminosité de son écran, mais un petit peu, faire une adaptation de l'écran vers des lumières un peu plus rosées le soir, d'éteindre les lumières une demi-heure, certains disent 1 heure, bon, une demi-heure c'est suffisant, éteindre les écrans une demi-heure avant d'aller vous coucher, éviter les smartphones le soir parce que plus vous êtes près de l'écran, plus les LED ont un effet problématique. Ça veut dire que la télé c'est loin, l'ordinateur c'est un peu plus près, le smartphone c'est à l'œil, surtout si un ado consulte son smartphone dans son lit. Donc on arrête les écrans un peu avant, une demi-heure avant d'aller se coucher, et puis on baisse les lumières aussi dans la maison, et puis on milite pour que l'éclairage urbain soit lui aussi régulé. Voilà, pour réduire l'intensité de l'éclairage urbain. À Paris, récemment, en ce moment, ils changent les éclairages urbains pour les mettre moins agressifs.
Voilà, donc vous voyez, pour ça que je vous mets, c'est un problème beaucoup plus large. On ne peut pas seulement incriminer les LED du point de vue de l'usage que les ados font de leur smartphone et de la manière dont ça perturbe leur sommeil. Il faut aussi incriminer les LED du point de vue de la pollution lumineuse dans laquelle on vit à l'intérieur des villes. Et d'ailleurs, si vous allez à la campagne où il n'y a pas en principe de lampadaire à côté de votre chambre à coucher, ben vous apercevez que vous dormez beaucoup mieux. Vous dormez dans un noir total. Donc ça montre bien à chacun que si on peut arriver à avoir le noir total, c'est mieux. Et donc moins d'éclairage urbain, c'est bien aussi. C'est déjà un bon pas. Voilà, les préados et les ados. Je regarde quelle heure il est. Ça va. Donc les préados et les ados. Alors l'adolescence, il faut toujours se rappeler, alors je ne sais pas s'il y a un ado ici aussi, il doit y avoir quelques ados, l'adolescence c'est un moment extrêmement compliqué. Alors on peut voir les choses de l'extérieur ou de l'intérieur. Si on les voit du point de vue de l'extérieur, c'est la neurobiologie, maturation du cerveau en deux temps. D'abord maturation de la région postérieure et inférieure du cerveau. Ça veut dire qu'au moment de la puberté, l'ado éprouve les sensations et les émotions qu'éprouve un adulte. Mais le problème, c'est que le lobe préfrontal, lui, il n'arrive à maturation que quelques années plus tard. Et donc, pendant quelques années, l'ado a toutes les émotions et les sensations de l'adulte, la compréhension du monde identique à celle de l'adulte, des compétences dans le domaine manuel, dans le domaine linguistique qui sont celles de l'adulte. Il n'a pas de contrôle des impulsions. C'est l'âge de toutes les conneries. Et les parents redoutent, ils redoutent. Et ils ont raison. Alors, en revanche, il ne faut pas voir les choses que du mauvais côté, il faut les voir aussi du bon côté, parce qu'il a été montré que les technologies innovantes sont toujours inventées par des ados. Alors évidemment, nous on peut dire, ben oui c'est vrai, le numérique, ça a été inventé par des ados qui bricolaient, qui fabriquaient une souris avec deux bouts de ficelle dans leur garage, Elon Musk qui invente PayPal à 13 ans, etc. Mais si on discute avec des ethnologues, ils disent que dans les tribus qu'ils étudient, les techniques de chasse, les techniques de pêche, les techniques de culture, elles sont révolutionnées par les ados. C'est eux qui innovent. Et ensuite, les vieux ne font qu'améliorer l'innovation technologique apportée par les ados. Alors pourquoi ? Parce que les ados, ils écoutent les leçons qu'on leur donne. Ils baissent la tête, ils tendent l'oreille, puis après ils font tout autrement. Et c'est ça qui permet cette innovation technologique sans laquelle nous n'en serions pas là aujourd'hui. On vivrait toujours comme à l'âge des cavernes s'il n'y avait pas eu un jour quelqu'un qui avait eu l'idée d'utiliser une pierre, de tailler un silex, de tailler un bout de bois, etc. Donc vous voyez, cette période de l'adolescence, en fait, elle a été bien calculée par l'évolution. Sans la période de l'adolescence, on n'aurait pas pu évoluer. Et l'adolescence, maintenant, elle s'est beaucoup étirée. Et c'est vrai que les ados sont de plus en plus créatifs. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre en compte leur création. Et beaucoup d'ados aujourd'hui, d'ailleurs pré-ados, ont de la peine à adhérer au système scolaire parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont des compétences dans le domaine du numérique. Mais ça peut être dans d'autres domaines, domaine sportif, domaine de la cuisine, domaine de l'improvisation. Et l'institution scolaire ne reconnaît aucune des compétences extrascolaires. Et donc, si les parents ne les reconnaissent pas, ces compétences, qui va les reconnaître ? C'est aux parents de reconnaître les compétences extrascolaires de leurs enfants. Et c'est parfois parce qu'on reconnaît chez un enfant ces compétences extrascolaires qu'il peut raccrocher à l'école. Comme je disais tout à l'heure, il raccroche à l'école parce qu'il a l'impression qu'il est pris pour ce qu'il est réellement et qu'il est prêt à consacrer un effort puisque finalement on reconnaît qu'il a de la valeur. Mais un enfant qui a de mauvaises notes à l'école et dont les parents ou les pédagogues ne prennent pas en compte les compétences extrascolaires, il a l'impression qu'il ne vaut rien nulle part. Si on reconnaît qu'il vaut quelque chose quelque part, eh bien ça peut lui permettre de renouer dans le circuit scolaire. Alors je ne sais pas, il y a des enseignants parmi vous. Alors on est à Genève ici, mais il y a quelques années, j'ai proposé sur les cantons de Vaud et de Neuchâtel, puis aussi sur l'éducation nationale à Paris. L'éducation nationale à Paris, ça n'a pas marché. Canton de Vaud et de Neuchâtel, ça a bien marché. Je leur ai proposé, pour essayer justement de
de rattraper des enfants en difficulté scolaire, j'aurais proposé de mettre en place ce coach numérique. Ça ne concerne pas directement les familles, mais ça montre combien c'est important que les adultes s'intéressent aux compétences extrascolaires des enfants. Coach numérique, ça veut dire qu'un enseignant débute sa classe en début d'année, il dit voilà, je suis monsieur machin, madame Tartampion, je vais vous apprendre ce que je pense maîtriser le mieux, l'histoire, les mathématiques, la physique, voilà. Mais en revanche, il y a un domaine que je connais mal, c'est les jeux vidéo, à quoi les gens jouent, pourquoi ils y jouent, les youtubeurs à la mode, j'y comprends rien, voilà. Et donc l'enseignant dit, voilà, comme c'est un domaine que je ne connais pas beaucoup et que je sais que parmi vous, il y en a probablement qui connaissent très bien, qui parmi vous accepterait d'être mon coach numérique pendant un trimestre, par exemple. Tous les enfants vont lever le doigt, ou presque, alors ils discutent, ils votent pour l'un d'entre eux, et puis au bout de 3 mois, éventuellement, l'enseignant peut en changer et organiser un vote. Et ça a un effet fantastique, parce que les enfants se sentent reconnus dans leurs compétences extrascolaires numériques, qui sont les compétences les plus méprisées par l'institution scolaire, et aussi bien souvent par les parents. On est rentré dans une société du donnant-donnant. Vous savez, il y a eu un mouvement, le plus âgé d'entre vous doit s'en souvenir, le mouvement peer-to-peer, Dunky. Voilà, c'était l'idée que chaque ado mettait une partie, il n'avait pas d'ordinateur, il mettait en cachette une partie de l'ordinateur familial en accès libre à tous les internautes, et moyennant quoi il avait accès à une partie de l'ordinateur de tous les autres internautes qui acceptaient d'installer la petite mule dans leur ordinateur. Et c'était le peer-to-peer, c'est-à-dire je te donne, tu me donnes. Je t'ouvre une partie de mes compétences, tu m'ouvres une partie de tes compétences. C'est le peer-to-peer, c'est le pair à pair, PAIR, pair à pair. Et ça, c'est absolument ce qu'il faut introduire aujourd'hui avec les enfants, même tout petits. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu me racontes? Tu peux me raconter des choses. Même tout petit peut raconter un truc fantastique, un truc drôle sur l'âne trop. Ah merci de m'avoir raconté ça, c'est vraiment drôle. Ça m'a fait rire un moment. Quand j'y repense, ça m'amuse encore. Voilà. Donc, il faut montrer aux enfants que ce qu'ils font nous intéresse. Voilà, et puis que ça nous fait plaisir, et ça ne nous fait pas seulement plaisir pour eux, ça nous fait plaisir pour nous. Ça, c'est donc maturation cérébrale. Alors, sur le plan subjectif, voilà, donc je vous ai dit le meilleur, je n'ai pas dit le pire, manque de confiance en soi, recherche de sensations fortes, surestimation des effets des expériences nouvelles, voilà, donc tout ça lié à l'hypersensibilité des circuits neuronaux consommateurs de dopamine. Hyperdépendance au groupe d'appartenance, c'est ce que les experts appellent hypersensibilité socio-émotionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous dites, s'il y a 2 ados dans la rue, ils aiment bien faire de l'escalade tous les 2. Il y en a un des 2 qui dit à l'autre, tiens, regarde l'immeuble, il est plutôt joli là. Oui, et alors, est-ce que tu es capable de gravir la façade de l'immeuble à main nue? Il n'y a que 3 étages, tu devrais y arriver. On fait plus dur à l'école d'escalade. L'enfant à qui il est demandé ça, il va dire non, je ne suis pas fou. L'école d'escalade, je la connais, je connais les prises, là je ne connais pas. Mais si celui qui a proposé ça à l'autre brandit son smartphone en disant « Ah ah, j'ai réuni tes 50 ou tes 200 followers, ils sont tous là à attendre, je leur ai donné rendez-vous aujourd'hui, ils attendent que tu fasses ça », eh bien l'ado est capable d'escalader la façade. C'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité socio-émotionnelle. C'est-à-dire c'est le fait d'être très sensible à l'opinion du groupe. À tel point aujourd'hui que des ados peuvent accepter de se laisser punir, parfois même gravement, par des enseignants, par des parents, pourvu de ne pas être exclus de leur groupe. Il y a des ados, on ne comprend pas pourquoi ils acceptent une punition. Eh bien, ils l'acceptent parce qu'ils savent, eux, vous ne le savez pas, que s'ils acceptent de faire si par exemple ils donnent le nom d'un camarade ou s'ils font un truc ou s'ils font repentance, etc., ils risquent de perdre l'appui, d'être exclus de leur groupe. Or, pour un ado, la seule chose qui importe, c'est ses potes. D'où d'ailleurs une utilisation intensive du téléphone mobile, qui fait dire que certains experts interprètent de la façon suivante: aucun ado n'est accroché à son smartphone, tous les ados sont accrochés à leurs potes. Et s'il n'y a pas d'autre moyen d'interagir avec les potes que le smartphone, on est accroché au smartphone. Ce qui évidemment pose la question de créer des espaces de rencontre, de convivialité, etc. Pour toutes les tranches d'âge d'ailleurs, et à Paris en France, je me balade un peu quand même, je milite pour que toutes les cours de récréation et tous les gymnases des écoles soient ouverts le samedi et le dimanche sous la responsabilité des associations familiales. Il y a pas mal d'associations familiales, ici il y a une association, donc demander l'ouverture de toutes les cours de récréation et tous les gymnases à la ville. Parce que beaucoup d'enfants essayent de jouer au ballon dans les rues, il y a des voitures, ils rentrent chez eux,
ils passent le samedi et le dimanche sur les jeux vidéo. Ben, si les cours de récréation et les gymnases des écoles étaient ouverts, ils auraient, beaucoup d'entre eux, très probablement, préféreraient s'y retrouver. Et ils s'y retrouveraient à 4, 5, 6 ans à jouer à leur jeu. Ils se retrouveraient à 8, 12 ans à taper le ballon. Ils se retrouveraient plus tard à discuter entre eux, parce que quand on prend l'habitude de se retrouver dans un lieu, eh bien c'est une habitude qui s'entretient au fur et à mesure qu'on grandit. Voilà, leur génération connectée très différente. Oui, le temps tourne. Donc, génération très différente, ça c'est les travaux de Jean Twenge. On peut le dire autrement, hein, on peut le dire avec... donc il y a 2 citations. Alors, il y en a une, c'est Alexis de Tocqueville pendant la Révolution française, qui dit « Chaque nouvelle génération est un nouveau peuple ». Ouais, tous les ados pourraient écrire dans leur chambre, comme ça leurs parents le verraient dès qu'ils rentreraient dedans. Toute nouvelle génération est un nouveau peuple. C'est-à-dire que tous les repères que vous avez ne correspondent pas aux repères que vos ados ont, parce que toute nouvelle génération est un nouveau peuple. Et puis j'ai découvert récemment une citation de Brecht dans La vie de Galilée, et Brecht dit c'est Galilée, je crois qu'il dit, tous les centenaires ont aujourd'hui entendu crier dans leurs oreilles par les jeunes qu'ils ne comprennent plus rien au monde. Et pas seulement les centenaires. Mais retenez la citation d'Alexis de Tocqueville, chaque nouvelle génération est un nouveau peuple qui invente ses propres règles, sa propre discipline, sa propre manière de se rencontrer, de rencontres sexuelles, rencontres amicales, etc. Donc Jean Twenge, elle fait le grand problème, hein, j'aurais peut-être pas dû vous montrer le slide, il faut l'expliquer. Le problème de Jean Twenge, elle fait un très bon travail sur ce grand changement, mais elle a une idée fixe. Et des fois, il y a des chercheurs qui ont une idée fixe, on l'a vu pendant le confinement, il y a des gens très respectables qui ont adhéré à des théories complotistes abracadabrantes. Donc Jean Twenge, elle est très compétente, elle fait des études très intéressantes, mais elle a une idée fixe. Cette idée fixe, c'est que tous les malheurs des adolescents sont liés à leur smartphone. Donc régulièrement, elle va voir l'Académie américaine de pédiatrie pour dire il faut interdire les smartphones. Et régulièrement, l'Académie américaine de pédiatrie répond mais écoutez, Madame Twenge, on le ferait bien s'il y avait des études qui montraient qu'ils sont néfastes. Il n'y a pas d'études. Donc ils ne le font pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas réduire, hein, mais en tout cas interdire, non. Voilà, alors beaucoup d'inconvénients des smartphones, d'enfermement dans des bulles, conduite addictive, cyberharcèlement, pornographie en ligne, mais des effets positifs. Alors, une étude de l'UNICEF qui montre les effets positifs, vous voyez, sur la socialisation, sur le renforcement des amitiés, la lutte contre le sentiment d'isolement. Des effets sur la création, TikTok, tout le monde le connaît à cause des vidéos qui sont scrollées, mais il y a un extraordinaire logiciel de création de films sur TikTok, et je vais même risquer à employer une formule, si vous savez que le cinéaste Jean-Luc Godard rêvait qu'il y ait un outil totalement gratuit avec lequel chacun puisse créer ses propres films. Jean-Luc Godard en a rêvé, TikTok l'a fait. Et sur TikTok, on a fait un extraordinaire outil pour créer des petits films. Et puis, vous voyez, des effets positifs sur la santé, puisque la Commission européenne reconnaît que l'éducation par les pairs est une alternative, un complément aux stratégies d'éducation à la santé traditionnelle. Donc des groupes de pairs qui soit peuvent interagir directement entre eux sur un échange horizontal, soit ils interagissent avec d'abord un youtubeur et ensuite entre eux. Donc autant de choses qu'il est important que les parents connaissent, parce que les parents ont très souvent une vision extrêmement négative de ce que les jeunes font sur leur smartphone. Si un parent découvre que son enfant est toujours sur TikTok, avant de condamner TikTok comme on le fait dans la presse mainstream, il faut lui dire « Ouais, tu es sur TikTok, moi je n'ai jamais rien compris, mais qu'est-ce que tu y fais donc ?» Voilà. Et là, vous commencez à amorcer un dialogue. Voilà, accompagner les ados dans les jungles d'Internet, la jungle des modèles économiques, il faut leur expliquer l'économie de l'attention, la jungle des réseaux sociaux, les bulles de haine, cyberharcèlement, la jungle de la pornographie, mais pas seulement, les modèles sexuels dominants, qu'on trouve même dans des films des années 2010 et encore parfois dans des films actuels, la jungle de l'information en continu, des fake news. Donc il faut leur en parler, voilà, et puis en discuter avec eux, parce qu'ils y sont confrontés. Nous aussi, on y est confrontés, mais eux, ils y sont encore plus confrontés que nous, parce qu'ils passent beaucoup plus de temps sur leurs outils numériques que nous. Voilà, quelques mots des jeux vidéo quand même, parce que si vous avez un peu suivi la commission Macron, bon, c'est bien que c'est la France, mais enfin, ce n'est pas tous les jours qu'un gouvernement réunit une commission d'experts sur la question. Vous avez peut-être remarqué que les membres de la commission Macron n'ont pas du tout parlé des jeux vidéo.
ils n'en ont pas du tout parlé parce qu'aujourd'hui, on en est au point zéro. C'est-à-dire que toutes les études dont on a bassiné pendant 20 ans sur le fait que les jeux vidéo violents rendaient les enfants violents, tout ça, ça a sombré comme le Titanic. Et on s'aperçoit qu'en fait, c'était simple de comprendre pourquoi ça ne marchait pas. Mais ça ne marchait pas pour deux raisons. La première raison, c'est que toutes ces études étudiaient les changements de représentation. On ne peut pas étudier les changements de comportement. Si vous voulez, si vous étudiez une population qui joue beaucoup aux jeux vidéo et qui est violente dans la vie, une autre qui ne joue pas beaucoup aux jeux vidéo, qui n'est pas violente dans la vie, ça ne prouve rien sur leurs conditions d'existence. Ça prouve rien, donc on ne peut rien en déduire. Donc ce que les chercheurs étudient, c'est les représentations. Et donc ils font jouer, par exemple, si on coupe la salle en deux, il y en a une moitié qui joue à des jeux violents, puis après, vous remplissez des questionnaires, puis une autre moitié qui joue à des jeux non violents, puis après vous remplissez des questionnaires. Et beaucoup de chercheurs ont fait ça avec leurs étudiants, et ils ont montré que ceux qui avaient joué à des jeux violents, quand on leur propose des questionnaires aussitôt après, parce qu'on va pas, faut finir l'expérience, hein, voilà. Eh ben, ils ont des réponses qui sont plutôt marquées par la violence, l'intolérance, l'impulsivité. Donc ils ont dit, ben ça y est, on a démontré que les jeux vidéo rendent violents. Non, les jeux vidéo mobilisent des représentations violentes, mais il n'y a aucune relation entre les représentations et les comportements. On le sait tous, c'est difficile de s'en apercevoir soi-même, mais on connaît tous des gens qui disent blanc et qui font noir. Il y a même un dicton qui dit « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais ». Donc tout le monde sait bien qu'on peut penser une chose et en faire une autre, tout le monde. Donc voilà, et les chercheurs croyaient mesurer les comportements et mesurer les représentations. Puis l'autre erreur, c'était de croire en plus que les représentations à court terme peuvent rendre compte de toute une vie. Vous savez, c'est comme ça aussi qu'a été démontée l'illusion des images subliminales. Vous allez voir un film au cinéma, il y a des images de glace ou des images de TikTok, des images de Coca-Cola, et puis après, et à l'entracte, on vous propose des glaces ou du Coca-Cola. Bon, vous achetez plus s'il y a eu des images subliminales, mais si la glace et le Coca-Cola, on vous le vend à la sortie du film, vous n'achetez pas plus. Parce qu'entre-temps, vous êtes levé de votre siège, vous avez quitté la salle, vous êtes dans la rue. C'est-à-dire que vous avez décontextualisé l'apprentissage. Et aujourd'hui, l'argument qui est retenu, c'est de dire que les jeux ne peuvent influencer les comportements, peuvent donc désensibiliser à la violence, les jeux violents désensibilisent à la violence, que dans les jeux violents qui sont joués par un joueur. C'est-à-dire que la décontextualisation est liée, la désensibilisation est liée au contexte. Voilà. Et donc, à la limite, le seul jeu violent qui pourrait vous rendre violent, ce serait un jeu qui se passerait dans votre rue, avec le distributeur automatique où vous allez chercher votre argent, le boulanger chez lequel vous achetez votre pain. Si un jour on vous proposait un jeu hyper violent qui se passe en bas de chez vous, et que vous descendiez avec votre avatar, là, oui, ça pourrait, et que vous êtes obligé de donner des coups de poing, des coups de pied, et de tirer au revolver pour avoir votre baguette habituelle, eh bien peut-être que là, oui, ça pourrait vous désensibiliser, mais la désensibilisation, elle est liée encore une fois au contexte, à la contextualisation. Donc ça a fait chuter toutes les études qui prétendaient rattacher les comportements violents à la violence des images, à la violence des jeux vidéo, mais ça n'empêche pas des politiques comme Macron, au moment des émeutes dans les banlieues en 2023, d'incriminer les jeux vidéo. Ça évite de se poser d'autres questions. Voilà, donc des aspects positifs qui ont été démontrés. Un seul que je vais vous signaler, c'est que jouer en ligne favorise la socialisation et le bien-être, mais que les jeux jouer en ligne à des jeux hyper violents augmente les comportements d'entraide et de solidarité, mais n'a pas de conséquences sur l'apprentissage de comportements violents. Ça, on va passer parce que sinon on ne va jamais finir, mais on pourra en parler si ça vous intéresse. Et on dit quelques mots de la prévention pour terminer. Donc elle est tout. Pourquoi je parle de la prévention alors qu'on est censé parler des parents? Parce que vous êtes parents, vous avez des enfants, mais vous êtes parents, vous êtes électeurs. Donc il faut aussi parler des différents domaines. Et puis vous êtes parents, vous pouvez appartenir à une association de quartier, à une association de parents d'élèves. Donc le parent, les responsabilités du parent, c'est pas seulement quand j'ai mes enfants à côté de moi, là, dans ma maison. Les responsabilités des parents, c'est pour qui on vote et pourquoi on vote pour quelqu'un, c'est à quelle association on adhère et qu'est-ce qu'on y fait et dans quel domaine on milite éventuellement.
Voilà, donc au niveau alors ça, vous n'êtes pas dans l'Europe, c'est bien, mais enfin voilà, il y a des tas de choses intéressantes qui s'y font, voilà, dont vous pouvez bénéficier indirectement, le RGPD, Digital Services Act, Digital Market Act, IACT, etc. Donc tout ça, c'est destiné à introduire un peu de régulation dans les plateformes. Alors en revanche, ce qui concerne tout le monde, c'est la nécessité d'une éducation au numérique dès l'école élémentaire, donc il faut monter au créneau pour le faire admettre. Hein. Et c'est plus facile en Suisse parce que vous n'avez pas affaire à une autorité centrale, hein, vous pouvez négocier avec les autorités locales, c'est beaucoup plus rapide. Le canton de Vaud et de Neuchâtel ont fait un truc formidable avec les PFL pour renouveler, pas pour renouveler, pour développer toute une éducation au numérique dès l'élémentaire, un travail magnifique où il n'y avait pas seulement le coach numérique, hein, qui était une petite chose, mais il y avait aussi beaucoup d'autres choses pour développer une éducation au numérique dans les classes. Vous voyez, comprendre le fonctionnement du numérique, mais aussi comprendre le fonctionnement du cerveau face aux écrans. Donc on avait fait une petite brochure avec l'Académie des sciences en 2013. On la trouve toujours d'ailleurs à l'achat, on peut toujours l'acheter sur Internet ou dans une librairie, la commande. Connaître les devoirs et les droits sur Internet et expliquer les modèles économiques. Donc ensuite on a informé les parents et les ados. Donc vous voyez, on a fait des affiches donc, pour informer les ados, mais vous voyez que ça repose beaucoup sur l'idée que les conseils qu'on peut donner aux ados, c'est des conseils dont on peut bénéficier aussi soi-même. Hein. Lâcher son smartphone la nuit, c'est valable pour les parents comme pour les ados. Vous voyez, sur les réseaux sociaux, tout est plus beau, tout est plus faux. Ben oui, ça profite à tout le monde, des conseils comme ça. Voilà, donc on a fait des affiches comme ça. Et puis, ça serait bien quand même que les parents prennent conscience du fait qu'avant 13 ans, un enfant, il n'a pas du tout besoin d'avoir un smartphone. Alors il peut avoir besoin d'un téléphone s'il vit à la campagne et qu'il prend le bus et que les parents sont inquiets, il faut que l'enfant puisse alerter ses parents s'il y a un problème. Je comprends, mais il n'a pas besoin d'avoir un smartphone qui lui donne accès à tous les services que proposent les smartphones. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, alors je pense que c'est pareil chez vous, le gouvernement s'en remet aux parents. Quand des parents achètent un smartphone à leur enfant mineur donc, le vendeur dit, ben voilà, monsieur, madame, donc si les deux parents sont là, c'est bien que vous voyez avec votre enfant à quoi vous voulez lui donner accès ou pas. Et si vous l'autorisez à aller sur tous les réseaux sociaux, si vous voulez en bloquer certains, etc. Donc, en général, les parents ne savent pas quoi répondre. Donc, après, ils rentrent chez eux, puis on n'en parle plus, puis l'enfant utilise tout ce qui est possible avec son smartphone, y compris tout ce qui va se créer dans les années d'après, parce qu'un enfant de CM2 a un smartphone, peut-être quand il sera en 5e, il y aura des nouveaux services qui seront apparus, dont les parents ignoreront tout, mais que l'ado pourra utiliser. Donc, acheter un smartphone à un enfant, ce n'est pas acheter une machine dont les parents connaissent tant bien que mal l'usage, c'est acheter une machine dont ils ignorent tout de l'usage dans les années qui suivent, alors que l'enfant reste mineur. Il reste mineur en principe jusqu'à 18 ans. Donc, moi, ce que je propose, ce serait plus malin, à mon avis, c'est que tout parent qui achète un smartphone à un ado se voit imposer d'acheter un smartphone sur lequel les Internet et les réseaux sociaux sont bloqués. Et puis, c'est aux parents après de le débloquer. Hein. C'est aux parents après de le débloquer et du coup ça susciterait des discussions dans les familles parce qu'évidemment l'enfant exigerait toujours plus de ses parents, exigerait toujours plus que ses parents débloquent de nouvelles possibilités et les parents auraient la décision à prendre et donc exerceraient leur autorité parentale en décidant ce qu'ils débloquent, ce qu'ils ne débloquent pas et il est probable qu'il y aurait, je rêve peut-être un peu, mais j'imagine qu'il y aurait des groupes de parents qui se réuniraient dans les écoles, il y aurait une littérature spécialisée qui se développerait, qui expliquerait aux parents que répondre face à la demande de leur enfant de débloquer tel ou tel service. Mais actuellement, le problème est résolu par défaut. L'enfant dit « j'ai besoin de tout » et les parents ne sachant même pas comment bloquer ce qu'ils pourraient avoir envie de bloquer, ils ne bloquent rien. Voilà, et puis proposer des alternatives, alors ça c'est le gros problème, hein. Donc ça je vous disais, il faut aussi voir pour qui on vote et pourquoi on milite, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui n'ont pas d'endroit où se retrouver. Enfin, je ne sais pas comment c'est à Genève, mais en tout cas à Paris, à part les cours de récréation des écoles et les gymnases des écoles qui sont fermés, encore une fois, il n'y a aucun endroit. Alors après, si bien sûr, vous avez des clubs de danse, des clubs d'escalade, vous avez des clubs de manga, vous avez des clubs d'improvisation, mais tout ça c'est terriblement cher.
Et beaucoup d'enfants, Paris est une ville où il y a beaucoup de bobos, mais il n'y a pas que ça. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la possibilité de payer des activités à prix d'or à leurs enfants. Donc il faut absolument qu'il y ait des espaces de jeu qui soient ouverts à tout le monde. Et là où le bas blesse, c'est que les ados ne votent pas. Donc on voit très bien à Paris, il y a des petits jardiniers avec des bacs à sable parce que les mamans qui ont des bébés votent. Il y a des petits jardiniers avec des bancs parce que les vieux votent. Mais il n'y a rien d'autre pour les ados, parce que les ados ne votent pas. Donc qui peut leur venir en aide? Les parents. Il n'y a que les parents qui peuvent aider les ados à avoir des endroits dans lesquels se retrouver. Et il faut que les parents arrêtent de cloîtrer leur ado dans la chambre sous prétexte qu'ils pourraient faire des mauvaises rencontres. Ils risquent d'en faire beaucoup plus dans les mondes numériques que ce qu'il peut en faire dans la rue. Et que les parents arrêtent aussi de géolocaliser. C'est la pire des choses qui soit, parce que les enfants développent ce qu'on appelle un profil de l'ombre, et ils arrivent toujours à tromper leurs parents et à faire en sorte que le parent ne sache jamais vraiment, que le parent croit savoir où il est et ce qu'il fait, alors qu'en fait le parent ne sait jamais où il est et ce qu'il fait. Voilà, et puis former des personnes ressources, voilà, notamment dans les écoles. Voilà, écoutez, merci de votre attention, et donc je pense que vous devez avoir des questions, donc on a un petit peu de temps pour y répondre. Merci.